Tac. Et bonjour, donc du coup bonjour à tous, merci déjà d'être venu aujourd'hui donc pour le deuxième webinaire d'Inoasis. Donc on va encore aujourd'hui parler de tech, cette fois-ci on parlera pas d'intelligence artificielle, on va parler plutôt de nos codes et des différents outils que nous on utilise aujourd'hui. Donc pour me présenter, moi je suis directeur technique de DA Studio et donc on développe des solutions en code mais aussi en no code depuis plus d'un an maintenant. Euh, Pourquoi est-ce qu'on utilise le no code chez nous? Bah, tout simplement parce que ça permet d'aller bien plus vite dans les process de développement, surtout quand on va développer des solutions plutôt restreintes, des solutions assez simples. Ça permet d'aller très vite dans les process, ça réduit énormément les coûts. Et ça, c'est bien pratique. C'est vraiment bien pratique. Donc voilà, on va discuter aujourd'hui de ça et on va présenter un petit peu tous les outils que nous on utilise, qu'on a utilisés et qu'on n'utilise plus. Pour quelles raisons aujourd'hui on les utilise plus. Pourquoi est-ce qu'on utilise d'autres. Et puis après, à la fin de cette présentation, on pourra un petit peu débattre ensemble et voir poser vos questions sur cette thématique-là. Donc, par exemple, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, bonjour à tous. Moi, du coup, je suis développeur et UI UX designer avec Daz Studio. Forcément, j'ai un peu une perspective qui est particulière sur autant le code que le no-code. Disons que c'est un peu plus facile d'accès pour le no-code quand on a un peu les deux casquettes. Évidemment, le no-code, on en parle beaucoup en ce moment, donc des outils, il y en a vraiment énormément. L'idée, c'est pas tellement de tout brasser parce que c'est pas le plus intéressant. Nous, on voulait vraiment vous parler de qu'est-ce qu'on a testé et qu'est-ce qu'on a, nous, dans quoi on a mis les mains, on va dire, histoire d'avoir vraiment un retour d'expérience pertinent. Donc, euh, donc voilà. Ok, bah c'est parti. Hop, on voit L'idée, l'écran. Tac. Vas-y, vas-y, c'est bon, on t'écoute. Vas-y, le slide vas-y. a bien bougé. C'est Ok, bon, c'est c'est bon, bon, vas-y. on est nickel. Euh, du coup, la perspective que nous on a pris, c'est un peu plutôt que de brasser le front et le back, comment ça se passe en no-code, on s'est dit plutôt viser sur quels sont les besoins que vous allez avoir, que vous allez rencontrer, et finalement, quels sont les outils no-code que nous on a pu utiliser et qu'on préconise entre guillemets pour ces cas particuliers, parce que forcément, les outils no-code, on pourrait très bien tout utiliser pour tout faire mais en fait, ils sont pas tous étudiés pour les mêmes raisons. Et finalement, en fait, c'est pas très pertinent. Du coup, on s'était dit que regarder ça sous cet angle-là, c'était peut-être un petit peu plus intéressant pour du coup les gens aujourd'hui qui vont nous suivre sur le sujet. Oui, effectivement, commencer par des use cases, c'est bien plus pratique. Du coup, bah, je vais te laisser présenter les premiers use cases et puis après on pourra discuter un petit peu des différents use cases derrière. Ouais. Pour la première étape, l'idée c'est de parler de la web application. Les premiers outils dont on voulait parler, c'est Xano et WeWeb parce que finalement c'est ceux non seulement qu'on a le plus utilisé, mais aussi ceux qu'on propose le plus souvent à nos clients. Pour un peu toutes les raisons dont on va vous parler maintenant. L'avantage, c'est que fondamentalement, les deux sont vraiment bien étudiés pour fonctionner ensemble. La documentation est vachement transversale entre les deux outils. Vraiment, ce qu'il y a de bien dans le fait de cumuler les deux, c'est que on n'est pas à chercher à droite des infos et à essayer de se dire, OK, à partir de ces infos-là, comment je peux l'appliquer à cet autre outil. Vraiment, il y a beaucoup de documentation qui fait la passerelle transverse entre les deux outils. Ouais. Voilà pourquoi nous, on utilise beaucoup le binôme. Et peut-être chose qui n'est pas précisée sur le slide, donc WeWeb c'est pour la partie front-end et Xano pour la partie back-end. Oui. Euh, pour la partie WeWeb, donc au niveau de l'outil no-code, bah, ça fonctionne comme un outil de développement graphique classique, hein. Donc on va faire du drag and drop, on va venir poser des blocs, etc. Euh, Petite particularité de WeWeb par rapport aux autres outils no-code qui existent côté front sur le marché. euh, pour la connexion avec le back-end et pour la partie logique, on utilise des systèmes de blueprint. Pour ceux qui sont
familier avec le développement de jeux vidéo, bah, c'est un petit peu comme, comme si on développait sur l'Unreal Engine avec les blueprints où on va venir poser des blocs de logique les uns à la suite des autres avec des flèches qui pointent vers chaque bloc et qui définissent un chemin pour arriver jusqu'à la finalité de l'action. Euh, Xano, lui, c'est un fonctionnement un peu plus classique de blocs qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Ouais, oui web, vraiment l'avantage vraiment que moi j'ai bien aimé, bon effectivement il est intuitif, c'est-à-dire quand même, il y a une logique qui est assez simple derrière, donc il est assez facile, de il est accessible, on va dire en termes de prise en main, et surtout il est intéressant en termes de comme je mettais là, flexibilité des designs. Du coup en fait moi étant aussi, faisant du web design derrière, il y a un peu moins de contraintes, on va dire, dans, la conception un peu, quelque chose qui va être un peu plus complexe esthétiquement à réaliser, sur WeWeb par rapport à d'autres outils que j'ai pu utiliser et qui sont peut-être un peu plus rigides. Là vraiment c'est assez agréable parce que du coup on va pouvoir pousser un peu la web application un peu plus loin que juste, vraiment, le le wireframe basique et bête et méchant. Après, bon, bah, le désavantage, c'est que bah, j'ai beaucoup de mal à trouver de la documentation. Ça, c'est vraiment le gros point faible de WeWeb. Ils sont pas fournis en documentation, ils sont pas très fournis en personnes qui ont rencontré des problèmes et du coup, bah, qui t'aident à débugger. Après, rien n'est insurmontable, mais c'est un peu, du coup, ça prend un tout petit peu plus de temps de ce côté-là, en termes de conception, parce que vraiment, on va devoir aller chercher, le petit détail et tester nous-mêmes pour pouvoir trouver la solution. La communauté n'est pas encore extrêmement étoffée pour l'outil. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Et en tout cas, voilà pour la partie vraiment exclusivement front pour les web applications. Du coup, côté Xano, il est très intuitif. On a même d'autres développeurs avec qui on en a parlé et je me suis rendu compte en fait de vraiment la performance de l'outil. Je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas nous, on se positionne, c'est un peu le meilleur outil qu'on a pu utiliser en termes de back et en termes de no code. Après, c'est vrai que c'est mieux d'avoir quelques connaissances en dev parce que pour la logique algorithmique et ces choses-là, il va falloir avoir un peu ces compétences-là pour comprendre. Je sais que Rémi, toi aussi, tu as pas mal bossé sur Xano là, sur le dernier Ouais. projet qu'on a Mhm. fait. Et du coup, ça a pas été toujours très facile, même en ayant, en tant que dev, de comprendre, certaines des logiques de Xano. En fait, il y a des choses qui pourraient être faciles et en fait, on passe par l'étape difficile avant de pouvoir atteindre l'étape facile. C'est-à-dire notamment aller chercher, des, propriétés dans des objets qu'on récupère d'une précédente requête et des choses comme ça. Ça fait que c'est un peu des points de friction qui peuvent être un peu compliqués. Ouais, Mais effectivement. quand même, je pense que c'est un des plus complets. Effectivement, ça demande quand même Heu, quelques compétences un peu plus techniques que certains outils de développement no code. Euh, D'ailleurs, on y reviendra là-dessus, parce qu'on va parler aussi de Bubble juste après, qui lui demande peut-être moins de compétences parce que il y a moins cette logique-là, cette logique de développeur, entre guillemets, sur la mmh, façon de développer sur Bubble. Mais c'est vrai que Xano, on se rapproche, on est très 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 proche d'une logique de code au final. Mais c'est ce qui rend aussi l'outil extrêmement puissant. Euh, je te laisse peut-être passer sur la slide présentation de ouais. projet derrière. Ouais, du coup, bah, comme on voulait pas juste, enfoncer des portes ouvertes et donner des infos, on s'est dit qu'on allait un peu vous parler, bah, d'une des applis sur lesquelles nous on a bossé justement, bah, sur ce combo, WeWeb, et Xano. Donc c'est une web app, qui permet, donc avec, l'aide, d'une IA faire des propositions de cadeaux, à offrir, en fonction, de, certains critères. Par exemple, voilà, j'ai, mon amie, elle a, tel an,
telle passion dans la vie, elle a, 18 ans, je cherche un cadeau, j'ai pas d'inspiration. L'idée, c'est de pouvoir chercher son cadeau, le proposer à son ami et finalement réduire, la possibilité d'avoir, des cadeaux qui ne plaisent pas, qui sont revendus et qui sont jetés. Donc, voilà, c'est une web application. Donc, on a mis à peu près 20 jours de travail, sur l'application. Donc on avait, Rémi qui bossait dessus, en CTO, et du coup, moi-même et donc un alternant qui travaillait avec nous et bah, du coup, on a aussi un système d'email automation. Je pense qu'il y avait une dizaine d'emails qui étaient prévus et qui devaient partir en fonction des différentes étapes, Ouais, c'est à peu près ça. Il y de avait l'application, il me semble. une quinzaine de templates d'email, ouais. Effectivement. Voilà. Donc, quand même en un temps assez, on va dire effectif, on a réussi à pouvoir avoir un workflow propre, une application propre et prête à être publiée et donc vraiment, ça a vraiment montré l'efficacité des 2 outils et la facilité de les utiliser tous les 2. Ou- Heu, Ouais, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ouais. mine de rien, on a donc voilà, on a eu besoin de 20 jours à peu près de travail effectif sur ce projet. C'est vraiment peu, donc pour ceux qui sont habitués au monde du développement, 20 jours de travail pour sortir une app web avec de l'IA, un système d'emailing, une logique assez complexe derrière, etc., une base de données produits, enfin voilà, ça demande quand même beaucoup de travail. 20 jours, pour nous, je dirais presque que c'est un, que c'est un record euh, en termes Bon, de, de on a temps de été développement. nous-mêmes surpris, hein. Ouais, ça a été vraiment rapide pour le coup. Euh, donc du coup, ça montre quand même que cette combo Xano WeWeb, c'est quand même ultra performant. On rajoute à ça, du coup, pour les citer, hein, donc on a utilisé aussi OpenAI pour la partie intelligence artificielle et Brevo pour la partie email automation. Donc Brevo qui reste aussi potentiellement un outil no-code entre guillemets, hein, c'est du low-code, hein, parce qu'on va venir utiliser les API de Brevo et pour après templatiser les mails et les campagnes, bah là du coup ça reste du no-code classique avec du drag and drop de blocs pour créer les mails. Euh, Après donc voilà, ça fait quand même un beau panel d'outils. L'avantage du no-code, ça reste quand même la modularité, c'est-à-dire que ok, on a choisi WeWeb pour le front, on a choisi Xano pour le back, mais ça ne nous empêche pas d'avoir plein d'autres outils annexes à côté pour des features vraiment spécifiques qui peuvent se brancher très rapidement et qui peuvent nous aider à développer des fonctionnalités vraiment très rapidement sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. OK. Du coup, on voulait quand même parler un petit peu de Bubble, parce que Bubble, je crois que c'est, historiquement entre guillemets, le premier outil vraiment no code, sur lequel on s'est lancé quand on s'est dit: «Bon bah OK, partons à la conquête du no code». Heu, Bubble, il est, ultra puissant et il est, ultra, ancien sur le marché. Ça fait, je crois, une dizaine d'années qu'il est sur le marché. Du coup, il a vraiment un très bon système avec, beaucoup de plugins, donc qui permettent de faire beaucoup de choses. L'avantage, c'est que ça va être un outil qui va permettre de faire et le front et le back et voire même des automatisations un peu comme on pourrait les faire sur Zapier. Donc, c'est vrai que Bubble, c'est assez complet. Heu, c'est, heu, c'est assez impressionnant comme outil. On l'utilise pas tant parce que finalement, il y a eu un peu aussi un couac, récemment, je sais pas si vous avez entendu, sur, les modalités de paiement et les choses comme ça, où ça a explosé et les tarifs ont explosé. Donc, on a été un peu frileux sur l'idée et en fait, on n'a jamais eu encore de très, très gros, de très, très grosses web applications. Donc, je pense que Bubble peut s'adresser pour quelque chose de vraiment plus conséquent. En termes d'application, si vous avez vraiment une grosse application, peut-être ça peut être plus intéressant d'être sur Bubble. Mais disons que nous, en termes d'efficacité, pour l'instant, pourquoi on préfère WeWeb et Xano, c'est qu'en fait,
Pour l'instant, c'est encore plus rapide, c'est assez rapide pour nous, pour pas qu'on ait vraiment à utiliser, Bubble. Après voilà, on l'a quand même utilisé. On l'a utilisé parce qu'on a fait une application nous de notre côté, qui me permettait de mettre en contact, donc les commerciaux avec des SaaS, donc des SaaS qui n'auraient pas de business développeur ou des choses, comme ça. Et du coup, ça nous a permis un peu de, bah, voir comment l'outil fonctionnait. Et voilà, il est pas aussi intuitif que peut-être d'autres, parce que même en tant que développeur et graphiste web designer, j'ai eu un peu de ça a été un peu fastidieux, donc c'est moi qui ai bossé sur l'application. Ça a été un peu fastidieux de comprendre et tout ça. Après, peut-être aussi, c'est parce que je commençais dans le no-code, donc forcément, c'était peut-être un peu moins les compétences. Mais quand même, malgré tout, bah voilà, 10 jours, environ une dizaine de jours de travail effectif pour une application. Certes, celle-ci, elle était pas très développée, on n'avait pas énormément de features, mais quand même, on est sur bah, du temps assez record pour du no-code et pour développement d'applications quelconques, quoi. Ouais, et puis si je peux rajouter un petit peu mon point de vue sur Bubble, ce qui nous Ouais, a fait bien sûr, bien sûr. un petit peu quitter cet outil-là, c'est la modularité de l'outil. C'est vrai que quand on utilise Bubble, on est entre guillemets un petit peu bloqué sur l'application, c'est-à-dire qu'on va tout faire sur Bubble. Alors on peut se connecter à Xano, etc. comme avec WeWeb, mais c'est pas forcément prévu pour, en tout cas moins qu'avec WeWeb. Donc c'est vrai que tout notre projet est sur Bubble et le jour où on a besoin de scale, de venir changer l'application au niveau technique, d'aller passer peut-être sur du code pour certaines parties, parce que bah, certaines parties demandent un travail très spécifique et qu'on a besoin là de venir intégrer du code dans le projet, ça devient extrêmement compliqué. Ça devient compliqué d'en sortir. Euh, et au final, si on a besoin d'en sortir, il faut tout sortir d'un coup. On peut pas venir sortir quelques briques, les intégrer dans Bubble et continuer le développement comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez gênant si on voit un petit peu sur le long terme d'être vraiment dépendant à une plateforme comme ça. Ouais. Après aussi, vraiment la contre, on va dire la contre-argument, c'est si vous avez besoin de faire du e-commerce, c'est pas du tout désigné pour. Il vaut mieux aller sur des plateformes comme Shopify qui ont déjà un peu tout ce qui est pensé, parce que vraiment, ça voudra dire Bubble, ça veut dire commencer de zéro pour faire du e-commerce. Vraiment pas du tout conseillé. Et côté mobile app aussi. Alors, ils se vantent de pouvoir en faire, mais en fait, c'est une fonction de wrapping sur un service tiers. Mais du coup, Bubble se dégage de toute responsabilité si bah, ça passe pas sur iOS ou sur Android. Donc du coup, c'est vraiment pas du tout un outil aussi qu'il faut utiliser pour ça. C'est vraiment, même s'ils se narguent d'en être capable, c'est vraiment plutôt déconseillé. Euh, du coup, oui, pardon. Du coup, Make, pourquoi Make? Parce que, parce que je pense que quasiment tout le monde l'a utilisé et que de ne pas parler de Make, ce serait vraiment passer à côté du no-code. Donc, feu Integromat. Make, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, même au-delà de nos applications. On s'en sert aussi énormément pour faire de l'automatisation et de la gestion de projets internes, en fait, finalement. C'est très pratique pour connecter à, ben, finalement tous les outils que nous on peut utiliser de nos codes, même en termes de gestion de projet. Et on a eu aussi l'occasion donc de faire une application avec laquelle on a utilisé Make. C'est enfin, c'est assez intuitif. Disons qu'une fois qu'on a compris la logique, ça devient facile. Euh, Mais effectivement, après, ça, ce qui peut être fastidieux, ça va être de chercher comment connecter certaines API qui ne sont pas intégrées, aller faire des calls API qui sont avec des plugins que eux n'ont pas. Tout est possible, mais là, ça peut aussi devenir un petit peu fastidieux. Je pense qu'Aurélie, t'as encore plus bossé que moi sur Make.
Ouais, c'est vrai que peut-être un peu, Make, c'est un outil qu'on utilise énormément chez nous, que ça soit pour des intégrations en interne, des intégrations en externe, pour des projets clients, pour tous nos business, etc. Enfin voilà, c'est la plateforme no-code qu'on utilise le plus. L'avantage de Make, c'est qu'on peut connecter très rapidement tous les outils entre eux, et ça vient un petit peu faire le liant entre tous les outils no-code, nos propres serveurs aussi sur lesquels on va déployer du code et on peut vouloir même venir interagir, et les services tierces qui peuvent être Stripe, qui peuvent être Brevo, qui peuvent être euh, n'importe quoi en fait, même par exemple Typeform ou Toli pour les systèmes euh, de formulaires pour récupérer de l'information, avec Notion, avec Discord, etc. On peut venir vraiment interagir avec tout son environnement de travail, et c'est extrêmement pratique pour ça. Euh, et du coup, j'aimerais bien parler aussi d'une slide qu'on n'a pas mis sur cette présentation, mais j'en profite pour glisser un petit mot. Il y a une application de no-code qui est pas vraiment un outil de no-code pour le coup, mais un outil qui va venir s'intégrer par-dessus toute cette stack no-code qui est WeWeb, Xano, Make. Je crois qu'ils prennent en compte Bubble aussi sur leur outil. Donc c'est Nscale. Donc Nscale qui permet de faire du monitoring de tous les outils no-code. Donc j'ai découvert cet outil il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. C'est vraiment ultra pratique parce que ça permet de suivre ce qui se passe sur toutes ces applications. Et c'est une des problématiques aujourd'hui qu'on a en fait avec le no-code, hein, c'est le monitoring des applications, récupérer les logs, savoir ce qui se passe, s'il y a des erreurs, qu'est-ce qu'il y a, par exemple dans Make, quels scénarios sont partis en erreur, est-ce qu'il y a des scénarios qui se sont éteints, sur WeWeb, est-ce qu'on a des erreurs avec les utilisateurs, des erreurs d'interaction, pareil sur Xano, voilà, c'est extrêmement compliqué à suivre parce que la multiplicité des outils fait que c'est compliqué à suivre. Et Nscale va venir se brancher à tous ces outils, venir monitorer et proposer un suivi principalement de logs et d'erreurs, hein, sur ces projets-là, euh, et un suivi d'activité. Donc c'est extrêmement pratique. Et ça permet de pallier à un énorme défaut du no-code, un des énormes défauts du no-code aujourd'hui. OK. Du coup, bon, bah, on a un peu parlé de ce que nous on utilise pour, donc, les web applications. Heu, Bah, du coup, on va basculer sur les applications mobiles. Je pense que sans surprise, Flutterflow, est vraiment, nerf de la guerre, aujourd'hui pour, de l'application mobile, en no code. Parce qu'en fait, tout simplement, le fait qu'il y ait, énormément de features qui sont donc pré-built, c'est-à-dire, en fait, quand vous allez créer votre application mobile la première fois, vous allez avoir des templates qui incluent déjà des connexions avec Firebase, qui incluent déjà des chats, qui incluent déjà du Google Maps et un peu toutes ces choses qui peuvent vite être compliquées et qui peuvent être des features qui peuvent chiffrer très vite aussi dans le domaine du développement quand on fait, heu, quand on fait ça en code. Et du coup, l'avantage, c'est que vraiment là, on va pouvoir aussi sélectionner des projets un petit peu clés en main sans avoir besoin d'aller tout faire à la main, d'aller chercher nous-mêmes toutes les informations. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le plus gros avantage. Du coup, évidemment, le fait que Flutterflow, ce soit Flutter, bah, finalement, on a aussi accès à tous, les packages Flutter. Donc c'est possible d'importer tous les packages Flutter dans Flutterflow. Et donc ça aussi, c'est un vrai avantage. Et évidemment, bon, bah, le fait qu'il soit dédié, à l'application mobile, finalement, il y a aussi toute la gestion de la publication sur les stores qui est, je pense que Rémi sourira doucement quand je vais dire ça, fastidieux. Et du coup, ça, c'est vrai que je pense que pour moi, je pense que c'est le game changer aussi de pourquoi Flutterflow, là, est le seul parce qu'il y a
beaucoup des outils no-code qui on peut utiliser pour aussi faire de la web appli pour faire aussi de la mobile application, mais c'est pas le nerf de la guerre et je pense qu'en fait, Flutterflow est vraiment le plus indiqué aujourd'hui pour faire ça. Après voilà, la seule peut-être, on va dire, contrainte, c'est, Flutter forcément, demande le Dart et donc si vous avez besoin d'avoir des choses un petit peu plus poussées, en termes de technicité, on va dire, et ben il va falloir mettre les mains dans le Dart. Ouais, Côté c'est Firebase, à la fois, ouais. si je peux me permettre, Ouais, bien sûr, bien sûr. c'est à la fois le point négatif de Flutterflow, mais c'est aussi son gros point positif, c'est de pouvoir mettre les mains dans le code. Parce qu'en fait, Flutterflow va venir générer l'intégralité du code après avoir développé votre application sur l'outil graphique de développement. Et vous êtes propriétaire du code. C'est-à-dire que vous pouvez repartir Mmh. avec votre code Flutter, qui est relativement bien construit, il faut dire. Euh, Il y a plein d'autres plateformes no-code qui proposent de récupérer le code source, etc. Mais c'est souvent très mal fait en fait au final, hein. C'est très peu utile de sortir le code de la plateforme. Par contre, pour Flutterflow, ça marche extrêmement bien. On récupère un code de qualité. Et après, derrière, si on veut scale l'application ou qu'on a besoin de développer des features ultra spécifiques qui ne sont pas réalisables sur Flutterflow, pas de souci, on sort le code de l'application, on vient importer son propre code du coup en Flutter sur son projet et on ratterrit sur ses pattes. Ça permet de gagner en rapidité et en flexibilité sur le développement. On va développer très rapidement 90% de l'application avec Flutterflow. Et les 10% de features peut-être un peu trop complexes ou très spécifiques qui ne sont pas disponibles sur Flutterflow, bah là on va pouvoir venir les développer à la main. Et, euh, et on aura gagné énormément de temps sur le développement de son appli mobile. Ouais. Est-ce que je peux te laisser parler un peu de Firebase aussi? Parce que du Je, coup, moi je je l'ai peux, moins expérimenté que toi. je peux effectivement parler un petit peu de Firebase. Donc, Flutterflow vient se brancher nativement à Firebase. Donc, Firebase, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de low-code pour venir développer du back-end et de la base de données, principalement pour des applications mobiles. C'est principalement utilisé pour des applications mobiles, un peu moins pour du web, mais Après, c'est tout à fait possible aussi. Euh, juste pour ouais, l'anecdote, pourquoi Firebase et Flutterflow fonctionnent ensemble? Parce qu'en fait, les créateurs de Flutterflow sont des anciens de Google. Donc forcément, ils se sont accoquinés avec Firebase. Et c'est pour ça que c'est un peu par défaut le bac, le, la base de données choisie pour bosser. ouais. Et du coup, voilà, du coup, c'est par défaut, c'est l'outil par défaut qui est utilisé. C'est extrêmement simple d'utilisation, c'est très facile de déployer une base de données, c'est très facile d'interagir avec. La documentation, on n'en a pas parlé aussi sur les points positifs de Flutterflow, mais la documentation de Flutterflow est ultra claire, que ce soit pour Flutterflow ou pour l'interaction avec Firebase par exemple. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en place. Malgré tout, problème de Firebase, c'est pas du SQL, c'est du NoSQL. Donc NoSQL, c'est pas des bases de données relationnelles. Donc ça pose plein de soucis selon les projets. Euh, et aussi, c'est du cloud Google. Et le cloud Google, si on dépasse un petit peu les carcans en termes d'utilisation de données, ça peut vite devenir très cher après à l'utilisation. Et du coup, c'est pour ça que nous, on n'aime pas trop utiliser Firebase. On préfère utiliser la seconde option qui est Supabase. Donc Supabase, gros avantage, c'est open source. Donc c'est comme Firebase, hein, c'est une base de données low code dans le cloud avec un petit peu des fonctionnalités de Cloud Function, donc du back-end, on va dire, dans le cloud. Euh, le gros avantage, c'est que déjà c'est open source. Donc vous êtes propriétaire de votre base de données. C'est une base de données cette fois-ci en SQL. Et vous pouvez aussi héberger Supabase sur vos propres serveurs. Donc si vous n'êtes pas dans le cloud, que vous hébergez Supabase sur votre propre serveur,
vous êtes 100% propriétaire de ce que vous développez. Donc à la fois la base de données, le code back-end, etc. Tout est à vous. Vous n'avez pas besoin de payer, vous payez vos serveurs, enfin vous hébergez sur vos solutions. Vous n'avez pas besoin de payer en sus du cloud et de l'utilisation derrière. C'est tout aussi simple à utiliser au final que Firebase. Il y a un petit peu moins de documentation, l'outil est plus jeune, il y a moins d'utilisateurs, donc forcément il faut peut-être un petit peu plus chercher comment l'utiliser. La partie authentification est extrêmement bien faite aussi. On peut s'authentifier en SSO avec Google, Facebook, iOS, etc. Enfin, voilà, tous les fournisseurs de connexion SSO. Euh, Au final, bon voilà, on a mis des défauts au final, on a mis des défauts à Supabase, mais en tout cas moi aujourd'hui je lui en trouve pas. Pour moi c'est juste une version améliorée de Firebase en tout point. Il y a pas vraiment de raison aujourd'hui de développer sur Firebase plutôt que Supabase, en tout cas de mon point de vue. Donc vraiment si vous êtes amené à faire du développement sur Flutterflow, je conseille direct de passer sur Supabase, d'apprendre à l'utiliser et de pas partir sur le Firebase par défaut, sur la base de données de votre application. Euh, et vraiment, vous verrez une différence, il y aura une différence de fou en termes de plaisir de développement et d'utilité derrière. Après, c'est vrai que pour avoir vu un peu des vidéos de gens qui en parlent, les gens qui sont vraiment no-codeurs, qui vraiment qui n'ont pas de base, expliquent que quand même ça peut être un peu plus compliqué d'accès, Supabase. Après, moi, j'ai pas rencontré ce problème-là, et Rémi non plus, mais c'est parce qu'on a le background. Je sais pas trop si ce serait aussi fluide si vous arrivez d'un background où vous faites pas du tout de développement. Apparemment, ça peut être un peu fastidieux. C'est pour ça que c'est dans les contres, on va dire, mais, mais voilà. Ok, bah du coup, on va arriver sur un peu le dernier nerf de la guerre du développement, donc les landings. Les landings, bah clairement, moi je ne peux que conseiller Webflow parce que clairement c'est nous ce qu'on a choisi pour toutes nos landings. Chaque fois qu'on travaille pour une landing, ça va être vraiment Webflow. Webflow, je suis pas convaincue pour de l'application. Pas très convaincue de Non, par clairement sa pas, clairement pas. structure, de par ce qu'il offre, de par ce qu'il offre. Je sais que c'est une possibilité, il y a des gens qui le font, mais clairement pour moi c'est un outil 100% dédié à de la vitrine et à vraiment des interactions ultra simples. Mais par contre, c'est un plaisir à utiliser parce que en termes, bah, moi avec mon background de design, beaucoup moins de restrictions. On peut vraiment s'amuser sur les animations et ça peut être très important en fonction des landings. Je le vois parce qu'on a refait notre landing de Dev Studio et que c'est majoritairement du texte et qu'en fait l'animation c'est un peu ce qui permet de dynamiser toute la page quoi. Naturellement, de fait que Google se soit mêlé, on a déjà du SEO initial qui est très bon. Et en fait, vu que c'est vraiment un outil qui est ultra utilisé, il y a beaucoup de gens sur la communauté, beaucoup de vidéos, beaucoup d'astuces, beaucoup de choses vraiment incroyables, de tutos incroyables pour pouvoir vraiment s'éclater. Après, voilà, pour moi, le gros point noir, c'est le dynamisme, c'est-à-dire des vues conditionnelles ou dès qu'on va vouloir faire quelque chose, voilà, qui est même pas de l'ordre de l'application, mais même ne serait-ce que de la vue conditionnelle, de la gestion un peu de variables pour de la couleur dynamique ou des choses comme ça. Là, vraiment, ça devient fastidieux. C'est pas étudié pour. Vraiment, c'est pour du entre guillemets statique, quoi. Euh, c'est pour ça que vraiment je l'ai mis dans les landings parce que je pense que pour ça, c'est le meilleur outil. Mais voilà, faut pas être trop gourmand en termes de fonctionnalité. Ouais, effectivement, il faut pas aller chercher des interactions trop complexes avec l'utilisateur. Voilà, des fois on est obligé, donc on passe par, on a déjà fait sa landing sur Webflow, on est obligé de rajouter une interaction utilisateur.
Bon, c'est effectivement comme dit Ambre, c'est toujours fastidieux, c'est jamais ultra intuitif ou agréable à développer. Mais bon, par contre, après, pour du statique, c'est indéniable, c'est clairement le meilleur outil du marché et de très très loin. Et il continue de s'améliorer, hein. Mine de rien, Webflow, il y a des mises à jour qui sont régulières et qui sont très fournies. Donc, Oui, après, je pense que, tu sais, un peu les vues conditionnelles, les choses comme ça va arriver, hein, parce qu'ils ont déjà commencé à mettre des variables un petit peu pour de la couleur et des choses comme ça. Donc ils y pensent, hein. Je pense qu'ils sont bien conscients que c'est aussi un peu un micro point bloquant pour certains projets, mais ils sont réactifs, en tout cas. ouais. Euh, du coup, on voulait quand même parler de quelques outils dont on n'a pas pu brasser parce qu'on voulait pas les mettre dans une des catégories qu'on avait déjà faites. Euh, Et c'est c'est des outils quand même... qu'on utilise aujourd'hui encore chez nous, hein. Donc il y a beaucoup de, ouais, ouais, ouais. je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a peut-être une quinzaine d'outils no code qu'on utilise régulièrement. Donc bon, ça a été difficile de les classer, de faire un choix, mais voilà, c'était bien aussi d'en parler de ces autres outils. Alors Zapier, c'est vrai qu'on, pour le coup, on l'utilise pas, mais si vous avez du coup moins un profil de développeur pour faire des automatisations, ça reste l'outil le plus simple, le plus entrée de gamme, on va dire, pour aller se frotter un petit peu au no-code et commencer à intégrer ces automatisations dans son business. Notion, bah là pareil, hein, c'est assez simple d'utilisation et pour faire de l'organisation personnelle ou de l'organisation d'équipe, il y a pas mieux aujourd'hui il y a pas mieux aujourd'hui que Notion. Même si Notion ça peut devenir très cher une fois qu'on commence à avoir toute son équipe qui est sur l'outil et que l'équipe commence à grandir. Euh, N8N, donc le penchant développeur, on va dire le penchant le plus complexe de Zapier et Make. L'avantage d'N8N, c'est que c'est open source. Donc vous pouvez faire vos automatisations sur votre serveur et développer euh, vous-même vos projets directement sur vos serveurs. Et ça, c'est quand même pas négligeable, surtout bah, quand c'est une obligation hein, du client d'utiliser des objets, des outils open source. Donc voilà, c'est à garder en tête si jamais votre client a besoin de ce genre de restrictions. Bah, à la place de Make, vous pouvez utiliser N8N. Et du coup, le dernier pour la fin, Eteco, donc Eteco qu'on a rencontré il y a peut-être 6 mois sur le salon du no-code, et pour lequel aujourd'hui on est partenaire de développement. Donc c'est un outil de développement français pour développer ici spécifiquement des applications métiers. Donc ils sont très sympathiques et l'outil est vraiment ultra puissant, vraiment sur cette niche d'outils métiers. Donc des ERP, de la GED, des CRM, des outils de gestion interne, des outils de facturation, des outils de gestion des absences des employés, de gestion des vacances, etc. Enfin, voilà, tous les outils qu'on peut retrouver dans les PME et dans les ETI. Et c'est vraiment ultra simple d'utilisation et ça développe à la fois des applis web et à la fois des applis mobiles. Donc pour le coup, ils sont très très forts. Ils ont vraiment un bel outil. Et vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil à leur landing page. Du coup, je crois on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour en tout cas des outils que nous on utilise le plus et ce qu'on préconise un petit peu. Euh, on espère que vous a apporté un peu des pistes si vous n'aviez pas encore fait le no-code ou alors des confirmations. Je voulais jeter un œil parce que je crois qu'on a eu des gens qui ont un petit peu, sont un peu intervenus par le chat. Ouais, donc effectivement, on peut maintenant un petit peu débattre sur le sujet, répondre aux questions. Donc, du coup, oui, effectivement, on avait parlé de NC Scale, donc il y a le lien qui a été posté sur le chat. Euh,
Alors Upright comme alternative de Supabase, moi j'en ai jamais entendu parler. Euh, Mmh. Je c'est connais pas open du tout. source, très complet, un peu plus accessible que Supabase. Ils ont des librairies pour s'en servir côté front. Ok, eh ben, écoute Tony, on va regarder ça juste après ce webinaire. Selon toi du coup Tony, ça serait quoi le gros avantage d'utiliser Upright plutôt que Supabase, puisque bon du coup vu qu'ils sont open source tous les deux, euh, est-ce que déjà c'est du SQL, du NoSQL, comment ça se passe un petit peu là-dessus? Sinon Arthur qui nous dit qu'ils utilisent Unbounce pour les landing pages. Unbounce pour les landing pages, pareil, on connaît pas. Alors bon, le truc c'est que les outils no-code, il y en a vraiment euh, une pléthore. Et toi? Ouais, et c'est extrêmement compliqué à suivre, hein. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire, c'est pour un peu en discuter et puis arriver à faire une veille un petit peu sur les outils qui existent aujourd'hui. Ok, pareil, du coup, même question, Arthur, hein, si tu es toujours dans le coin, ça serait quoi pour toi l'avantage d'utiliser Nbounce plutôt que Webflow? Surtout que tu dis si on fonctionne comme une agence, pourquoi est-ce que ça serait un avantage de fonctionner en agence? Ok. Qu'est-ce qui se passe pour gérer plein de différents domaines? Ouais, donc du coup c'est facile pour avoir plein de clients en même temps sur son propre espace. J'imagine qu'il doit être aussi moins cher que Webflow, ce qui est pas négligeable, hein, parce que bon, bien sûr le prix des outils no-code c'est toujours un petit peu là où ça fait mal, et pour lesquels il faut bien réfléchir. Ouais. Mais bon après vu le temps gagné au développement c'est largement amorti. Ah, ils sont pas si peu chers que ça, par contre, Unbound, ça. AB testing, ouais, plus cher que Workflow, effectivement. Effectivement, plus cher que Workflow. Mickaël qui nous dit qu'il veut en savoir un peu plus sur Xano. Est-ce qu'il est possible de mettre la main sur le code source généré? Donc effectivement, on peut pas récupérer le code source sur Xano. On est complètement bloqué sur l'outil. Euh, c'est vraiment le gros point nord de Xano, c'est vraiment la dépendance qu'on a à l'outil. Xano, c'est relativement cher, mine de rien. Le premier stage payant est à 89 euros, je crois. 89 euros comme première étape de paiement, ça peut être, ça peut être très cher pour certains projets, pas forcément Ouais, rentable. mais t'as quand même de la marge avant que ce soit payé, avant ton Alors, premier stage de paiement quand il même. y a de la marge avec un plan gratuit, mais le plan gratuit de Xano est pas non plus incroyable. C'est vrai que dès que tu Bah, vas. disons que si tu startes un truc et que t'es pas sûr, après si ça grossit, c'est sûr que là tu vas t'adapter, mais faut qu'en starting d'application, qu'on sait pas l'ampleur qu'elle va prendre, ça doit être pas mal quoi. Pour Oui, scale après. non, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même un point à prendre en considération. Je trouve que c'est le plus gros point nord en tout cas de Xano. C'est vraiment son pricing qui est assez élevé. Mais bon, après, c'est justifié, hein, ça reste ça reste le meilleur outil back-end no-code du marché. Euh, Après les limites, je trouve, enfin moi je l'ai trouvé, il y a rien que je fais en code que j'ai pas réussi à reproduire sur Xano. Après, on n'a pas fait des applications qui demandaient des choses excessivement complexes, mais quand même, j'ai trouvé que on n'avait pas trop de limites dans la construction dans la construction comment dire, des requêtes. Parce qu'en fait, finalement, tu as tous les outils du développeur de base. Tu vas avoir, créer des variables, éditer des variables, faire des loops, faire des formules maths, faire de la concaténation. En fait, j'ai pas trouvé de limite
En tout cas, en termes de code, il y a rien que j'ai pas réussi à reproduire ou j'ai eu besoin. Alors, si vraiment il y a besoin, tu peux te faire du JavaScript, tu peux faire un bloc de JavaScript. Mais j'ai pas eu de soucis à reproduire quelque code que ça puisse être. Pourtant, on l'a utilisé sur plusieurs projets et il y a eu des projets où c'était pas évident. Typiquement, j'ai eu un projet avec Stripe qui demandait pas mal de il y avait un call avec pas mal de niveaux de complexité et j'ai pas été, trop, freinée, par l'outil personnellement. Ouais, moi je dirais quand même qu'il y a il y a peut-être une petite friction avec Xano, c'est si vraiment tu veux aller faire de l'algorithmie sur Xano, si tu as vraiment des règles métiers complexes et qui demandent d'aller sortir quand même des gros algos de calcul derrière, etc. Bon, tu vas pas le faire sur Xano. Alors tu peux écrire des scripts, hein, tu peux écrire des scripts en JS pour venir pallier un petit peu à ça. C'est largement suffisant si tu as besoin de faire des scripts sur 20 lignes pour aller faire des calculs un peu compliqués. Bon, après, si tu dois aller vraiment faire des choses qui sont extrêmement complexes niveau métier, avec Xano, je pense que ça s'arrête là. Par contre, là où ils sont très forts, c'est sur toutes les fonctionnalités classiques hein, qu'on retrouve dans du back-end, c'est-à-dire la recherche d'éléments, les filtres, les interactions avec la DB. Tout ça, on peut faire des trucs très puissants. Les interactions avec la database sont très bien codées de leur côté et on a des résultats vraiment impressionnants hein. Quand on va faire une recherche sur Xano, les temps de réponse sont extrêmement rapides et c'est vraiment impressionnant de voir ça sur un outil no-code. Euh, donc pour tout ce côté-là, vraiment Xano c'est top. Voilà. Je dirais point noir sur vraiment l'algorithmie et les règles métiers très complexes. Euh, alors Retool, on n'a pas testé nous de notre côté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Euh, j'ai pas trouvé d'utilité encore sur les projets qu'on a eu. C'est vrai que ça a l'air Retool. Alors tu me diras ce que tu en penses, Amine. J'ai l'impression que c'est bien pour aller sortir des petits outils métiers. Euh, pour, euh, pour des TPE, des PME. Super pratique. Après, peut-être pour du SaaS ou de la web app classique, je pense que je préférais les autres options. Mais après, j'ai pas testé, donc je peux pas trop me mouiller sur le sujet. Mais si tu as un retour à nous faire là-dessus, c'est avec plaisir. Alors, on a un petit script là qui a été fait sur Xano. Effectivement. Effectivement, c'est du beau script. C'est du beau script, hein, mais oui, du coup, je pense quand même que ça s'arrête là, le script qu'on nous présente à l'écran. Euh, donc, ça nous montre quand même qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses avec Xano si vraiment on a besoin d'aller développer du spécifique. Par contre, si on va dépasser un script de plus de 50, 100 lignes, c'est vrai que ça peut commencer à devenir fastidieux à développer. Et si notre back-end, c'est beaucoup de règles métiers complexes, bon, ouais, ça va être dur, quoi. Et effectivement, certaines fonctionnalités Xano qui demandent de payer assez cher. Donc Amine qui nous dit effectivement pour les TPE, suivi, déplacement, chiffre d'affaires, intervention, etc. Ouais, effectivement, bah, je m'y pencherai en tout cas sur Retool. Sur Retool, on a des sujets qui arrivent qui peuvent peut-être bien fonctionner. Je vois qu'on peut on peut faire du code aussi. Il y a le code source qui sort directement avec Retool. Au niveau du pricing, Retool, qu'est-ce que ça donne? Pas très cher. Pas très cher, Retool. Quand même 5 euros par mois par end user. Ouais, si, quand même, ok. 5 euros par mois par utilisateur finaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ça veut dire que vous développez une application pour une PME, par exemple, une PME de 150 salariés.
Si les 150 salariés doivent utiliser l'application, se connecter sur l'application pour l'utiliser, ça fait quand même 5 fois 150 euros par mois. Euh, donc à la louche 750 euros si je me trompe pas. 750 euros par mois rien que pour pouvoir garder l'application en ligne. Ça commence un peu à chiffrer. J'avoue que je suis pas ultra fan des paiements par end user. C'est souvent bloquant en fonction des use cases qu'on a et des besoins du client. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste encore 5 minutes, 5 minutes de temps avant la fin de leur impartie. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont en train d'écrire sur le chat, c'est le moment ou jamais. Au moment de rester le chat. Ouais, effectivement, ouais, Tony qui est d'accord avec moi sur le paiement par utilisateur. Ouais, c'est dommage, hein, ce système de paiement par utilisateur, ça fait vraiment vite monter la facture. euh, et souvent pour pas grand-chose, parce que bah, peut-être que j'ai envie de développer une application que tous les employés de la boîte vont utiliser, mais, mais très peu. Typiquement, si j'ai envie de développer une application pour euh, gérer les vacances des employés, les prises de vacances. Bon ben voilà, mon utilisateur il va venir quoi? Il va venir une fois tous les 3 mois sur l'application pour déposer ses jours de congé. Et du coup, bah, je me suis tapé le pricing de toute la boîte, alors que mes utilisateurs ils utilisent l'app quasiment jamais quoi. C'est vraiment un peu dommage et du coup ça empêche de développer plein d'outils. Là où par contre c'est très fort, c'est bah, ok, j'ai une équipe de 3 personnes qui ont besoin d'un outil ultra spécifique dans la boîte. Bon, payer 5 euros par mois x 3, donc 15 euros par personne, 15 euros par mois euh, pour, euh, pour garder l'application déployée, voilà, on est sur des prix vachement plus acceptables. Ouais, effectivement, c'est vrai que le système par utilisateur, c'est rarement justifié, c'est compliqué à justifier aussi de leur part, ce genre de pricing-là. Et c'est complètement arbitraire et au final ça fit plus. Après, c'est peut-être des outils aussi qui sont plus à destination des ETI ou des grands groupes où là, bah, un grand groupe, une ETI, ils s'en foutent, hein, dépenser 3, 4, 5 000 euros par mois pour garder l'application en ligne, pour que leurs employés puissent utiliser l'application. C'est rarement un sujet chez eux. Donc, Ouais, souvent, quand les outils ils fonctionnent sur ce genre de pricing, c'est qu'ils ont une cible en tête qui sait que ça fonctionnera pour eux, hein. oui, bah, bien C'est sûr, sûr qu'ils visent pas la TPE, bien ils sûr. visent pas l'application TPE souvent, hein. Par contre, je vois qu'on peut hoster Retool, mais le pricing a pas l'air de changer en tant que host. Un peu bizarre. Quel intérêt de l'hoster du coup si on paye le même prix à l'arrivée? J'irai investiguer là-dessus. Si t'as si t'as une idée, Amine, je suis preneur. Mais sinon, bah, écoutez, en tout cas, merci d'être venu. Donc encore, on a une vingtaine de personnes qui sont passées aujourd'hui sur ce deuxième webinaire d'Innoasis. Donc je vous invite du coup à vous inscrire au prochain, à être tenu au courant, que ce soit sur le Discord ou sur notre chaîne YouTube. Donc du coup on a ouvert une chaîne YouTube pour l'occasion, pour mettre en place les replays de tous nos webinaires. C'est l'occasion du coup pour nous de discuter un petit peu avec vous des sujets qui nous animent au quotidien. Semaine prochaine, ça sera un petit peu moins tech. On va parler de financement de start-up. Donc s'il y en a qui ont envie de lancer leur projet et de trouver des financements, n'hésitez pas à Si vous revenir avez un lundi. ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, C'est ça. Donc c'est un sujet qui a une idée innovante. un petit peu brûlant, un petit peu touchy. Euh, donc comment faire financer sa startup qui sera animée par mon associé Dominique, qui est expert comptable et qui connaît vraiment beaucoup de choses sur le sujet.
Il vous donnera un petit peu son point de vue. Là encore, c'est des questions de point de vue, hein. Comment faire financer sa startup? Est-ce que je passe par du dilutif, du non dilutif, du public, du privé? Voilà. C'est un sujet ultra intéressant. Et jeudi, ça sera moi cette fois-ci qui animerai mon propre sujet. Et ça devrait être, alors j'ai pas encore fait le planning, mais on devrait parler des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on va venir développer son MVP. Voilà, on est une startup, on a besoin d'aller chercher son marché, de développer son premier prototype, son premier produit, donc on appelle un MVP. Il y a des milliards d'erreurs que l'on peut faire et que tout le monde fait. Et on discutera de ça parce qu'on les a tous faites, nos clients les ont tous faites, on les connaît par cœur ces erreurs-là et c'est bien d'être au courant et de savoir on peut éviter de les faire et d'ailleurs éviter de les faire ça fait gagner du temps et de l'argent à tout le monde. Donc voilà, on pourra discuter de ça jeudi prochain. Donc sur ce, bah écoute Ambre, Merci à tous. on se retrouve nous cet après-midi, mais sinon, mais sinon merci à tous d'être venus et puis à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Et la musique qui repart, let's go.